Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons introduire l'insuffisance cardiaque en faisant un petit rappel sur le débit cardiaque et ses déterminants directs comme la fréquence cardiaque ou le volume systolique et indirects comme la contractilité, la post-charge et la précharge. Le cœur est normalement capable d'accepter du sang à de faibles pressions de remplissage pendant la diastole et de le propulser à des pressions plus élevées lors de la systole. L'insuffisance cardiaque est définie comme l'état physiopathologique dans lequel la fonction cardiaque altérée est incapable de maintenir une circulation adéquate pour répondre aux besoins métaboliques des tissus du corps. Et ceci arrive pour deux principales raisons, soit parce que le cœur n'est plus capable de pomper le sang à une vitesse suffisante pour répondre aux besoins métaboliques, soit parce qu'il n'est capable de le faire que si les pressions de remplissage sont anormalement élevées, c'est-à-dire que le cœur n'arrive pas à se remplir de façon adéquate. Avant de voir plus en détail l'insuffisance cardiaque, faisons un petit rappel sur le débit cardiaque et ses déterminants. Le débit cardiaque est la quantité de sang éjectée par chaque ventricule en une minute, et il est calculé en multipliant la fréquence cardiaque par le volume d'éjection systolique. La fréquence cardiaque étant le nombre de battements par unité de temps, et le volume d'éjection systolique étant le volume éjecté par un ventricule à chaque contraction, et ce volume d'éjection peut être représenté par la différence entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique. Un débit cardiaque normal varie entre 4 à 8 litres par minute, et il peut être de 4 à 5 fois plus élevé durant l'activité physique. Si vous avez remarqué, le volume télédiastolique présent en fin de remplissage du ventricule n'est pas totalement éjecté. En fait, le volume d'éjection n'est qu'une fraction du volume télédiastolique et cette fraction sera la fraction d'éjection et elle reflète directement une augmentation de la contractilité. Une fraction d'éjection normale est d'environ de 50 à 70%. D'accord, mais quel est le rapport entre tout ça et l'insuffisance cardiaque ? Eh bien, comme on l'a vu au tout début, l'insuffisance cardiaque survient lorsque le corps n'arrive plus à répondre aux besoins de l'organisme. Si le volume d'éjection systolique est diminué, c'est-à-dire que le cœur n'arrive plus à pomper assez de sang, on aura une insuffisance cardiaque systolique et la fraction d'éjection sera diminuée et elle sera moins de 40%. Le volume d'éjection systolique est donc très important et il devra donc être régulé ou stable et il le sera selon la stabilité et la régulation de ces trois déterminants, qui sont la précharge, la post-charge et la contractilité. Voyons ces déterminants de plus près. Les études expérimentales sur des segments isolés du muscle cardiaque ont révélé plusieurs principes importants qui peuvent être appliqués au cœur intact. Commençons par la précharge. Lorsqu'un muscle est étiré, il développe une tension passive proportionnelle au degré d'étirement. Si le muscle est d'abord étiré puis stimulé pour qu'il se contracte, alors que ses extrémités sont fixées, il en résulte une contraction isométrique, c'est-à-dire une contraction où le muscle ne se raccourcit pas et ne s'allonge pas, et la tension totale de ce muscle, qui est la somme des tensions passives et actives dues à la contraction, augmente alors proportionnellement au degré d'étirement. Cette relation entre la longueur de la fibre et la tension développée explique que dans les situations physiologiques, plus le volume ventriculaire pendant la diastole est grand, plus les fibres myocardiques sont étirées et plus la force de la prochaine contraction est élevée. Ceci est à la base de la relation de Frank Starling qui explique que dans les limites physiologiques, le débit cardiaque ou le volume d'éjection systolique augmente proportionnellement à la précharge, c'est-à-dire l'étirement des fibres myocardiques, qui sera représenté par le volume ventriculaire télédiastolique ou la pression télédiastolique. Parlons maintenant de la post-charge. Sur un muscle isolé, si les fibres musculaires ne sont pas fixées et qu'elles sont autorisées à se raccourcir pendant la stimulation contre une charge fixe qui est la post-charge, il y aura une contraction isotonique où le muscle peut se raccourcir. La taille de ce muscle dépendra alors de la charge, mais pas de la longueur du muscle lors de la stimulation. Au final, la tension générée par les fibres sera égale à la charge, c'est-à-dire la force opposée au muscle
par le poids d'un objet par exemple. Plus la charge s'opposant à la contraction est importante, moins la fibre musculaire peut se raccourcir. Et enfin, si la fibre est étirée avant la stimulation et que la post-charge reste constante, le muscle se raccourcira un peu plus, mais atteindra la même longueur finale à la fin de la contraction. Appliquée au cœur, dans les conditions physiologiques, la pression générée par les ventricules et la taille des chambres à la fin de chaque contraction sera déterminée par la charge ou la résistance contre laquelle les ventricules se contractent et qui est représentée essentiellement par le tonus de l'aorte, des grosses artères et du lit vasculaire périphérique, ainsi que la contre-pression exercée sur les valves de l'aorte et du tronc pulmonaire par le sang artériel. Pour pouvoir mieux comprendre ce concept ou cette notion de post-charge et sa relation avec la pression et la taille de chaque ventricule, voyons la définition mathématique ou physique de cette post-charge. La post-charge est l'ensemble des contraintes qui s'exercent sur la paroi ventriculaire pendant sa contraction. Et elle est alors proportionnelle, selon la loi de Laplace, à la pression et au diamètre du ventricule, et inversement proportionnelle à l'épaisseur de la paroi. S'il y a augmentation de la pression, comme dans le cas de l'hypertension, qui va entraîner une augmentation de la pression du ventricule gauche qui essayera de pousser un peu plus pour pouvoir éjecter le sang, ou une augmentation de la taille de la chambre comme dans le cas d'un ventricule gauche dilaté, la post-charge augmente. Parlons de la contractilité. La contractilité reflète les influences chimiques et hormonales sur la contraction cardiaque, par exemple l'exposition aux catécholamines, et elle est indépendante de la longueur initiale des fibres musculaires ou de la post-charge. Lorsqu'on injecte de l'épinéphrine, qui est la forme médicamenteuse de l'adrénaline, la relation entre la longueur initiale de la fibre et la force développée pendant la contraction est décalée vers le haut, de sorte qu'une plus grande tension totale est développée lors de la contraction isométrique, quelle que soit la longueur initiale des fibres. De même, lorsqu'on permet aux muscles de se raccourcir durant la stimulation contre une post-charge donnée et qu'on augmente la contractilité, la fibre se contracte davantage et atteint une longueur finale plus courte par rapport à l'état de base. Si on applique ceci au cœur physiologique, on pourrait avoir plusieurs courbes de Frank-Starling selon le degré de contractilité du myocarde. Si la contractilité est augmentée par des agents inotropes positifs, c'est-à-dire des substances capables d'augmenter la contractilité, la courbe est déplacée vers le haut et le débit cardiaque ou le volume d'éjection systolique est donc augmenté. Au contraire, si la contractilité diminue par un agent inotrope négatif ou dans un cas pathologique, la courbe est déplacée vers le bas, entraînant des réductions du volume d'éjection systolique ou du débit cardiaque. Bon, assez de rappels pour une seule vidéo, alors récapitulons. Normalement, la quantité de sang éjectée par chaque ventricule en 1 minute et qui représente le débit cardiaque est capable de répondre aux besoins métaboliques de l'organisme, et ceci grâce à la régulation de la fréquence cardiaque et du volume systolique. Ce dernier dépend de 3 principaux facteurs, la précharge, la post-charge et la contractilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.